Bienvenue dans Réussite, votre magazine économique réalisé en collaboration avec la CCI de Troyes et de l'Aube. Aujourd'hui, nous vous présentons une success story, comme on dit. Nous allons vous raconter l'histoire d'une entreprise qui, en 10 ans, est passée de 2 à 30 collaborateurs pour faire face à sa croissance. Par les temps qui courent, ça fait rêver. Plus d'infos dans ce sommaire. Franck Lecoq est le grand témoin de réussite. Il a créé en 2003 Provexi, une société spécialisée dans le pilotage et la conformité technique des parcs immobiliers, un marché de niche où il s'est imposé en France. Une belle aventure économique à découvrir dans un instant. Dans Parole d'experts, nous vous expliquerons comment gagner des clients grâce aux réseaux sociaux professionnels. Avec Viadeo ou LinkedIn, on peut tout à la fois développer un réseau, promouvoir son entreprise ou ses produits. Gilles Burissec nous donnera toutes les clés pour en tirer le meilleur parti. Enfin, dans le Zoom du mois, nous nous pencherons sur une nouvelle révolution technologique, l'impression 3D. Ce n'est pas un gadget, mais bien un changement majeur dans le monde de l'entreprise. Que peut apporter l'impression 3D aux PME? Explication à la fin de cette émission. Franck Lecoq, au tout départ de votre activité, il y a les diagnostics immobiliers. Qu'est-ce que c'est ces diagnostics immobiliers, en quelques mots? Aujourd'hui, quand vous êtes propriétaire immobilier, le législateur vous impose un certain nombre de contrôles pour garantir la qualité du bâti, qu'il soit sain pour la santé. Et donc, pour ce faire, les propriétaires sont amenés à réaliser des diagnostics. Donc incendie, amiante, électricité. Exactement, incendie, amiante, électricité, tout ça pour avoir une garantie du bon fonctionnement des bâtiments. Et concernant le suivi de ces diagnostics, vous avez constaté, vous, qu'il y avait un manque. Exactement. Donc ça remonte en effet il y a une petite dizaine d'années où le nombre de diagnostics était encore raisonnable et où la gestion par soi-même était possible. Et c'est vrai que de par la pression finalement du législateur et la volonté de toujours offrir des bâtiments de meilleure qualité, ces diagnostics se sont multipliés, ce qui a fait apparaître de la complexité, des besoins de gestion, des besoins d'outils, des besoins de méthodes, qui est le créneau sur lequel on s'est positionné. Voilà, c'est comme ça que vous avez créé Provexi. Exactement, on a été peut-être pris un peu pour des fous au démarrage puisque on était les premiers à dire on va gérer les diagnostics et pas les faire. Et c'est vrai que les diagnostics, il ne faut pas oublier que ce n'est souvent que le départ de quelque chose. Comme un conseiller diagnostic de quelqu'un qui aurait un patrimoine immobilier. Exactement, voilà, cette problématique devenait grandissante de plus en plus chez eux, donc on avait vraiment eu la volonté de développer un service, donc c'est-à-dire des personnes, pour les accompagner dans cette démarche et exploiter ces repérages. Vous avez ce mot, c'est un peu tenir une comptabilité technique de la réglementation immobilière, d'être le comptable de la réglementation immobilière. Exactement, un propriétaire, je le vois un peu comme un chef d'entreprise, il doit prendre des décisions et pour prendre des décisions vis-à-vis de son patrimoine, plus il a une information précise, organisée, rangée, il peut le faire. Il peut le faire. Et dans ce domaine-là, comme vous l'avez évoqué, la réglementation évolue beaucoup et sans arrêt ajoute de nouvelles choses. Voilà, et c'est là où on a eu l'idée de réfléchir à une méthode pour justement ne plus être dans cette situation où les dossiers s'empilent les uns après les autres et on va au coup par coup, mais plutôt avoir une approche globale de dire je veux maîtriser ma conformité réglementaire, comment la maîtriser globalement et s'organiser pour, en effet, dès qu'il y a une nouvelle évolution réglementaire, pouvoir y faire face sans que ce soit un à-coup particulier. Alors justement, votre activité, elle est compliquée, elle est exigeante, parce que vous ne devez pas vous tromper sur vos collaborateurs. C'est eux qui manient l'information et l'analyse que vous donnez à vos clients, à ceux qui ont besoin de cette analyse de diagnostic. Et du coup, vous avez une politique de ressources humaines remarquable et elle aussi exigeante. On est allé voir ce que ça donnait dans vos locaux. C'est un reportage d'Adeline Bandvel. À Provexi, les employés sont amenés à réaliser des tâches d'une extrême minutie qui demandent de la concentration et beaucoup d'exigences. Le recrutement du personnel est donc très méthodique. Le recrutement, c'est une phase pour nous extrêmement importante, je dirais critique. Ce qui va faire la qualité de notre travail, c'est le travail produit par les personnes. On y passe pas mal de temps. Plusieurs personnes de l'entreprise vont rencontrer les candidats potentiels. Ensuite, on va leur faire réaliser également des tests pratiques qui vont nous permettre de mesurer un peu la rigueur des personnes, leur aptitude à suivre de manière très précise des consignes qu'on leur aura données.
Créé en 2003, Provexi compte 30 salariés. Le personnel est formé à son arrivée dans l'entreprise. Pour être à jour, il suit régulièrement des formations et un guide est à sa disposition pour les procédures à effectuer lors de ses missions. Lorsque les dossiers sont plus complexes, les employés travaillent en binôme. Confort et l'efficacité, c'est suivant vraiment la complexité des dossiers. Il est plus simple et beaucoup moins compliqué de travailler à deux justement dans le partage des tâches pour éviter des sources d'erreurs, mais également travailler efficacement sur le dossier. L'autre apporte un regard aussi différent sur le dossier que l'on traite, donc on gagne en expérience et on gagne aussi en efficacité. Puisqu'elle les veut performants, l'entreprise prend soin de ses salariés. Depuis 4 ans, elle leur propose des séances de sophrologie pour apprendre à se détendre et à se relaxer. Et depuis 6 mois, le Pilates s'est aussi invité à la pause déjeuner, un plus pour la qualité de travail. Il nous restait encore 2/3 de personnes à intéresser à une autre activité. Et puis, moi, je m'intéressais un peu à la problématique de l'ergonomie. On essaye d'avoir du matériel qui permette aux personnes d'avoir une bonne posture de travail. Cependant, c'est pas parce que le matériel est en place que les personnes vont forcément être bien installées à leur poste de travail, vont avoir une posture ergonomique. Du coup, ça vient un peu compenser la posture assise qu'on a à longueur de journée, puisqu'on va venir muscler ce dos et du coup éviter le mal de dos. Pour une concentration optimale, le temps de travail ne dépasse jamais les 35 heures par semaine et le week-end commence le vendredi midi. Ce fonctionnement et ces aménagements doivent donner tous les moyens nécessaires aux salariés de mener au mieux leur mission. Franck Lecoq, cette politique de ressources humaines vous a valu d'ailleurs le prix du management des trophées de la CGPME en 2012. C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, cette façon de gérer les ressources humaines ? Oui, tout à fait. Notre travail, c'est vraiment, comme on l'évoquait, un travail exigeant, avec des conséquences importantes sur la santé des personnes, sur des décisions qui sont à prendre. Et donc, il est vraiment important pour nous de mettre toutes les conditions nécessaires pour arriver à ce résultat de qualité. Ce travail est un travail très exigeant, très difficile. Et donc, tout ce qui peut y contribuer est vraiment très important. Voilà. Qui sont vos clients? Alors, on sait qu'ils ont un parc immobilier pour avoir besoin de vos conseils, mais qui sont-ils exactement? Des grands, des petits, des nationaux? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'entreprise s'est située sur principalement des clients privés, institutionnels, donc qui sont des entreprises cotées en bourse, des foncières. On travaille aujourd'hui pour les 10 plus grosses françaises. Sur les 10 plus gros françaises, on travaille pour 7 d'entre eux. Pour une société troyenne, c'est pas mal. Hein. Exactement. Alors ça, ce sont les clients, mais est-ce que de l'autre côté, vous avez des concurrents? Alors, on est un petit peu les seuls à appréhender le sujet de notre manière. Il y a plein de solutions diverses et variées, plus des versions logicielles où les clients peuvent choisir de le faire en interne. Mais c'est vrai qu'on a un savoir-faire aujourd'hui qui commence à être reconnu et qui fait que... Alors, beaucoup de clients, peu de concurrents ou pas de concurrents, vous roulez sur l'or alors? Ça nécessite beaucoup d'investissement, mais en tous les cas, ça nous laisse du temps. Et aujourd'hui, l'entreprise fonctionne par le bouche à oreille, progresse prudemment, mais enfin c'est sans doute peut-être aussi lié à la nature de notre métier. On est prudent pour nos clients, donc on est sans doute très prudent pour nous, donc ça nous va très très bien. Ça nous va très bien. Et puis pour répondre aussi, vous investissez en permanence aussi. Exactement. Il y a beaucoup, le service est renouvelé très régulièrement, beaucoup d'investissements en formation. On l'a évoqué, la réglementation évolue, les process évoluent, les besoins évoluent. Donc c'est ce qui rend aussi l'intérêt de ce métier. Alors vous êtes passé en 10 ans de 2 à 30 collaborateurs. Pas simple de relever ce défi de recrutement? Pas simple, mais ça s'est plutôt bien passé. Encore une fois, on a fait le choix d'un développement régulier. Donc ce qui a permis de franchir les étapes, on va dire, assez progressivement, sans trop d'à-coups. Encore une fois, on retrouve la notion de prudence. Et vous comptez recruter aussi dans les prochaines années? Voilà, là, on a prévu pour les 5 prochaines années de doubler notre activité. Donc prochainement, il y a 5 postes qui vont s'ouvrir. En effet, on a beaucoup de demandes, donc on continue à progresser. Et voilà, on en est très, très content. Vous venez de le dire, vous allez sans doute doubler, vous cherchez à doubler votre activité, votre chiffre d'affaires dans les 5 ans qui viennent. Est-ce que ça va se faire auprès des mêmes types de clients ou auprès de nouveaux clients ou de nouvelles catégories de clients? Je pense que sur le même type de clients, on a déjà de quoi faire. Encore une fois,
plus que des types de clients, c'est des clients qui sont vraiment concernés par la conformité réglementaire de leur bâtiment, qui ont vraiment envie d'investir et qui recherchent une qualité de prestation. Donc, qu'ils soient publics ou privés, pour moi, n'est pas tellement l'enjeu, mais plutôt qu'il y ait vraiment un accord qui s'opère vis-à-vis de cette philosophie. Et tout ça sans engager de commerciaux. Alors, beaucoup de clients, pas de concurrents, pas de commerciaux. Vous allez progresser de nouveau comme ça en interne avec le bouche à oreille? Je sais que on fait quand même des propositions commerciales. Hein. Je vais quand même voir quelques clients. Oui, c'est vrai qu'on ne fait pas de salon. Aujourd'hui, notre commercial pour nous, c'est nos produits, nos clients. Beaucoup d'entreprises allemandes très techniques ont aussi ce même modèle. Finalement, le commercial, c'est le technicien lui-même avec son savoir-faire. Et c'est avant tout l'avantage du produit qui va faire la vente. Alors, vous venez d'évoquer l'étranger, je vais revenir. En France, vous êtes quasiment le seul. Est-ce qu'à l'étranger, il y a des entreprises qui ont le même type d'activité et est-ce qu'il y a des bonnes idées éventuellement à y prendre? Alors, j'en ai pas connaissance, en tous les cas, d'entreprises qui font la même chose que nous. C'est vrai que la méthode pourrait être appliquée ailleurs, mais les réglementations, il faut quand même... Voilà, il s'agit de lire les rapports, donc il faut une maîtrise de la langue. Donc il faudra refaire le même investissement dans chacun des pays si on veut faire la même chose. On l'a vu dans le reportage, vous développez au sein de votre entreprise une ambiance zen, sereine pour vos collaborateurs. Mais vous, en tant que chef d'entreprise, vous êtes zen? Vous êtes serein? Ça va? Moi, ça va, je suis tranquille. Il n'y a pas de... Il apparaît comme ça. Mais vous savez, en ce moment, c'est quand même un peu rare. Non, c'est vrai que de la même manière, je m'applique comme à mes collaborateurs une certaine discipline, une certaine régularité, un certain équilibre de vie. Donc, à partir de là, ça fonctionne aussi. Eh bien, on va garder cette zénitude pour le reste de l'émission et on continue. Réussite avec le retour sur l'actu. Moins zen, de nouveau, le chômage a augmenté dans l'Aube, une augmentation de 0,8% au mois de mars. Il y a dans le département 18 420 demandeurs d'emploi. Bruno. Oui Fabrice, c'est 7% de plus qu'il y a un an, je vous le disais déjà le mois dernier. C'est encore et toujours les seniors, les plus de 50 ans, qui sont les plus touchés, avec une hausse de 1,4% le mois dernier et une hausse de 13% sur un an. Et tous ces chiffres au bois sont malheureusement aujourd'hui moins bons que ceux enregistrés au niveau régional ou national, Fabrice. Ce sera forcément un des moteurs de l'économie auboise en matière de tourisme. Le Centre des Congrès de l'Aube a accueilli en avril son premier client, ERDF. Près de 550 congressistes étaient présents. Le site dispose d'un auditorium modulable pour accueillir 400 à 800 personnes selon les besoins. Il dispose des équipements technologiques les plus modernes pour mettre en œuvre ce genre de réunion. 22 congrès sont d'ores et déjà programmés en 2014 pour la première année d'exploitation. Le marché immobilier dans l'Aube, en Berne, en 2013. Selon une étude de la Chambre des notaires, la crise économique pèse toujours sur le secteur. L'incertitude des acheteurs s'illustre par une baisse du nombre des ventes. Et face à cette demande faible, les prix n'ont pas augmenté. Le marché des maisons résiste mieux que celui des appartements. Mais seuls les terrains connaissent une augmentation des prix. Franck Lecoq, vous êtes impacté par ce marasme immobilier un peu partout en France ou pas? Très légèrement. Pour nous, on est vraiment dans une activité de gestion. Donc, je vais dire la réduction de notre marché, ce serait la démolition de bâtiments, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc, pour l'instant, on n'est pas tellement impacté sur cette démarche-là. On n'est pas non plus sur les transactions, mais vraiment sur la gestion au long terme. Donc, pas d'impact. Et puis dernière nouvelle, la sortie du nouveau Mercure 10, Bruno. Oui Fabrice, le numéro 202 qui consacre d'ailleurs un dossier sur les actions que mène la CCI au profit des entreprises auboises avec des exemples et des témoignages très concrets et bien sûr toutes les autres rubriques pratiques et les portraits de chefs d'entreprise qui réussissent et il y en a beaucoup. La preuve d'ailleurs ce soir sur le plateau avec Franck Lecoq. On va surfer sur Internet dans Parole d'Expert. Viadeo, LinkedIn, si vous ne connaissez pas ces réseaux sociaux professionnels, il est temps de vous y mettre.
le développement d'une PME passe aussi par une présence sur ses sites internet, Bruno. Oui, Fabrice, ils sont incontournables dans la stratégie web d'une PME pour promouvoir son savoir-faire, ses produits et même gagner de nouveaux clients. Mais encore faut-il en savoir tirer le bon parti. C'est notamment sur ce point que va intervenir Gilles Burissec qui va nous éclairer. Gilles Burissec d'Online Stratégie. Alors Gilles, premier bloc de questions, quels sont ces réseaux sociaux et à quoi peuvent-ils servir pour les entreprises ? Alors les réseaux sociaux, il faut savoir que ça représente aujourd'hui 45 millions de Français connectés donc sur les réseaux sociaux et qui passent à peu près 4 heures par semaine sur ces fameux réseaux. Et donc ce sont autant de personnes, de contacts qualifiés que l'on peut contacter en fait via ces réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux professionnels, LinkedIn et Viadeo? Oui, quelques chiffres. Donc Facebook, tout le monde connaît, c'est pour un peu tout le monde, c'est 28 millions d'utilisateurs. LinkedIn, Viadeo, c'est 7 et 8 millions respectivement. Et là, on va avoir une activité qui est en fait exclusivement professionnelle, puisque là, on va qualifier par son poste de travail, son profil, le profil de son entreprise. Même les animateurs de Réussite s'y mettent, à ce que je vois. Ouais, tout à fait. Pour en tirer le meilleur parti, parce que c'est toujours c'est simple d'y être, c'est gratuit, mais encore faut-il ensuite tirer le meilleur parti de tout ça. Comment faire? Comment faut-il combien de temps faut-il y passer? Quelles informations faut-il y mettre? Alors il faut avoir effectivement une stratégie par rapport à ça, donc réfléchir un petit peu. Il faut savoir bien se présenter à la fois sur la photo, mais aussi sur les présentations, les textes descriptifs, les logos des sociétés qu'on va représenter sur ces réseaux sociaux. Et puis derrière, il va falloir y passer un peu de temps. Alors combien de temps? C'est environ 2 heures par semaine, en dessous c'est illusoire. Et il faut développer en fait une présence, donc publier en fait un certain nombre de choses, peut-être participer à des groupes thématiques. Les PME disent toujours moi j'ai rien à dire, mon boulot c'est mes produits. Donc qu'est-ce qu'on peut y dire? Voilà, alors ce qui est une idée parfaitement fausse, parce que chaque entreprise a forcément une valeur ajoutée, sinon elle n'existerait pas tout simplement. Donc elle a forcément toujours des choses à dire, ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est aussi de considérer que sur Internet et sur le secteur d'activité de l'entreprise, il y a beaucoup d'informations qui circulent, et une des choses principales qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est de republier en fait des informations, voilà, et de les partager, de les aimer, de ne pas les aimer, etc. La question, est-ce que vous avez des exemples pratiques de relations qui se sont faites à partir des réseaux sociaux? Oui, alors... Relations professionnelles, Gilles. J'avais bien compris. Ce qui est important à dire, c'est que les réseaux sociaux sont une vraie opportunité pour les PME, TPE qui n'ont pas forcément de commercial, même si notre invité du jour démontre que c'est possible sans. Et c'est quand même une vraie opportunité pour aller se battre sur des marchés à égalité avec de plus grandes entreprises. Et pour exemple, je citerai Innovae, que je dirige par ailleurs à la Technopole, où on anime aujourd'hui sur Viadeo un groupe de travail e-learning, qui est le groupe de référence sur Viadeo en France. Plus de 2000 personnes, experts, qui font que dès qu'on a une information pertinente à faire passer sur notre entreprise, on a un retour automatique et très efficace et direct sur des responsables e-learning de très grands comptes qu'on pourrait difficilement contacter normalement. Alors c'est un sujet d'envergure, ce sujet ce soir est très important et vous l'exposerez un peu plus avant, le 19 mai à la CCI, dans le cadre des ateliers numériques de la CCI. Donc tous ceux qui veulent avoir plus d'infos, donc allez à la CCI voir Gilles le 19 mai. Franck Lecoq, vous n'avez pas de commerciaux, on l'a répété, mais vous pratiquez ce genre de réseau pour prospecter par exemple? Non, j'ai pris des notes. Oui, vous avez pris des notes. J'ai pris des notes. Donc vous allez vous inscrire peut-être? Peut-être, oui. Bon, très bien. Pour terminer cette émission, je vous propose de faire la révolution dans le Zoom du mois. C'est un phénomène à ne pas négliger. Pour certains, l'impression 3D sera même la 3e révolution industrielle. Cette nouvelle technologie en est encore à ses balbutiements, mais elle suscite beaucoup d'espoir. Quels sont les enjeux et les potentiels de l'impression 3D? Que peut apporter l'impression 3D aux PME? Le reportage d'Aline Bandevel. Moins coûteuse et plus rapide que l'usinage, l'imprimante 3D à la cote, les industriels réalisent peu à peu son potentiel et les multiples utilisations qu'elle offre. Prototype, production de petites et moyennes séries. Depuis 8 ans, l'IUT de Troyes possède une imprimante 3D. Son coût initial, 80 000 €. Elle a été mise à jour plusieurs fois.
Pour fonctionner, on a besoin donc d'un fichier au format STL. Donc le principe, c'est de dessiner le modèle, la pièce à réaliser avec un logiciel. On utilise le logiciel Nukatia qui transforme la pièce réalisée au format STL. STL, ça veut dire stéréolithographique. Et la machine elle-même gère tout simplement ce fichier en réalisant la pièce couche par couche. Elle dépose de l'ABS couche par couche, de l'ABS de 2 dixièmes et demi d'épaisseur, sous une température de 270 degrés. L'IUT est amené à travailler avec des professionnels. Plutôt que d'investir dans sa propre imprimante 3D, la PME Ultra RS commande régulièrement des pièces à l'IUT. Cette pratique vient alors remplacer l'usinage traditionnel. Les coûts de fabrication de ces pièces ont été fortement réduits grâce à l'imprimante 3D et le délai divisé par 3 selon la complexité des pièces. L'objectif, c'est de réaliser des pièces assez complexes avec un temps très réduit. Donc ça nous a permis de réaliser quelques pièces, par exemple, pour contrôler les aubes de turbines qui ont des formes assez complexes, pour contrôler la résistance de ces pièces par ultrasons. Économiquement, c'est très intéressant. Et c'est des pièces qui résistent. Comme Ultra RS, un bon nombre d'entreprises est attiré par les imprimantes 3D, d'autant plus que de nombreux secteurs sont concernés, car si les matières plastiques sont les plus utilisées et les moins chères, le méthane et le tétane peuvent servir lors d'une impression 3D. Je crois qu'il n'y a plus un seul secteur qui ne sera pas concerné dans les années à venir. Pour une simple raison, c'est que ce n'est pas seulement une petite mutation, c'est vraiment ce qu'on appelle une technologie disruptive, c'est-à-dire qu'il y a une véritable rupture qui est en train de se passer. Je crois que la prise de conscience n'a pas été encore bien positionnée. C'est le même phénomène qu'Internet il y a à peu près une vingtaine d'années. Ces productions que nous allons faire sur place, ils sont sans droit de douane, sans droit de port, sans charge complémentaire. Donc il y a toute une mutation que l'entreprise industrielle n'a pas encore pris vraiment en termes de conscience. L'imprimante 3D peut également être utilisée dans le secteur médical pour créer des prothèses plastiques et des cellules humaines. Le grand public commence lui aussi à s'intéresser aux imprimantes 3D pour réparer des pièces ou dans un but de loisirs créatifs. Les loisirs créatifs, justement, je crois que c'est une des utilisations de l'impression 3D que vous avez pratiquée vous-même. Oui, exactement. Bon, c'est vrai qu'à côté de l'entreprise, j'ai quelques passions, on l'évoquait tout à l'heure. Notamment, je crée des jeux de société. Et en effet, j'ai fait quelques figurines pour ces jeux de société. C'est quelque chose qui va révolutionner, pas seulement les loisirs créatifs, vous pensez vraiment que ça va révolutionner l'industrie ? L'industrie, même peut-être le bâtiment. J'ai déjà vu des images de prototypes d'imprimantes 3D pour des bâtiments entiers. Et dans ce reportage, on a vu aussi que l'IUT travaillait avec des entreprises. Ça vous dirait, c'est intéressant pour vous de collaborer avec des universités pour votre métier? C'est quelque chose de possible? C'est sans doute quelque chose de possible. C'est vrai que l'entreprise petite, c'était pas forcément évident, mais en tous les cas, on en a le souhait. C'est une des raisons pour lesquelles on est à la Technopole. On essaie de tisser des relations avec les IUT, l'UTT. L'ancrage local pour nous est important. Voilà, c'est une entreprise de l'Aube. Et donc, si on peut rassembler toutes les forces bois, ça nous fait très plaisir. Mais en tout cas, bon courage pour la suite. Je crois qu'on n'a pas beaucoup d'inquiétudes pour le futur. On sait bien que Provexi sera encore là dans 10 ans. En tout cas, c'est l'impression que vous donnez. Bravo à vous. Merci Bruno pour la préparation de cette émission. Le mois prochain, pour la dernière émission de la saison, nous recevons Dorothée Lenoir, gérante d'Ambiance d'Abat-Jour. Et on se quitte traditionnellement avec l'agenda de la CCI. À bientôt. Dans le cadre de son programme de formation aux applications numériques, la CCI organise 2 ateliers pratiques et gratuits. Le 12 mai, comment mettre en place une boutique de vente en ligne. Et le 23 mai, comment utiliser la vidéo sur Internet. Le 21 mai, dans le cadre de ces rendez-vous experts, la CCI vous propose de bénéficier de conseils gratuits d'un expert sur les questions de propriété industrielle en entretien individuel. Les 21 et 22 mai, à l'aéroport d'Orly, se tiendront simultanément 6 conventions d'affaires technologiques sur les compétences industrielles. Sous-traitants et donneurs d'ordre s'y rencontreront dans les secteurs de l'électronique, la mécatronique, la mécanique, l'automatisation, les matériaux complexes ou encore les systèmes embarqués. Enfin, l'association Initiative Aube vient de lancer son 8e concours de la création et de la reprise d'entreprises dans l'Aube.
dont l'objectif est de mettre en lumière des initiatives méritantes et l'esprit d'entreprise. De belles récompenses à la clé, allant de 1 000 à 6 000 euros. Ce concours s'adresse à toutes les entreprises créées entre le 1er janvier 2011 et le 30 juin 2013. Le dossier téléchargeable sur Internet est à retourner avant le 30 juin. Plus d'informations sur ces événements ou envie d'en découvrir d'autres, connectez-vous sur le site de la CCI, www.3.cci.fr, le premier site au bois d'information économique.